Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la médiathèque des Avenirs. Cette semaine, je vous présente les nouveaux romans sortis en janvier et février. A noter que c'est la période la plus dense en matière de sorties littéraires après la période de la rentrée littéraire d'automne. Cette année, la presse nous annonce 545 titres sortis. Vous y retrouverez des noms bien connus et d'autres plus discrets. Alors je commence sans tarder par les sorties de janvier. Parmi les sorties de janvier, j'ai choisi le premier roman de Diadier Dembélé, Le duel des grands-mères. C'est un premier roman qui se passe au Mali. On y suit la destinée d'un jeune garçon qui aime avant tout faire l'école buissonnière et dont ses parents, en désespoir de cause, l'envoient loin de Bamako, dans le village dont sa famille est issue, pour vivre avec ses grands-mères. Là, il y apprendra bien plus que le respect et l'obéissance, il y découvrira surtout l'histoire de sa famille. Ensuite, j'évoquerai avec vous le roman d'Éric Vuillard, Une sortie honorable. Le roman nous plonge en pleine guerre d'Indochine. Le romancier évoque quelques épisodes clés de la guerre d'Indochine, vus à travers le portrait de plusieurs personnages. Mais c'est surtout l'occasion pour l'auteur d'évoquer comment deux puissances mondiales ont perdu une guerre contre un tout petit peuple. En parlant d'Indochine, la transition est toute trouvée avec le roman suivant. Il s'agit du roman Le Grand Monde de Pierre Lemaitre, que j'ai adoré. On y suit la famille Pelletier qui vit à Beyrouth. On est en 1948. Les enfants vont peu à peu, les uns après les autres, quitter le nid familial aux grandes dames des parents. Les trois aînés vont partir à Paris, certains pour y suivre plus ou moins des études, l'aîné pour essayer d'y monter son commerce avec sa femme. Et le petit dernier, le cadet, lui, par amour, va décider de rejoindre l'Indochine. Tous vont être rattrapés par l'histoire, d'abord effectivement celle de la guerre d'Indochine dans laquelle est en train de s'enliser la France, mais aussi par l'histoire de la France après la Seconde Guerre mondiale où le climat social est assez difficile, et enfin l'histoire personnelle de la famille Pelletier qui cache un secret qui va finir par exploser à la figure des protagonistes. Comme toujours chez Pierre Lemaitre, l'intrigue est menée tambour battant, on va de surprise en rebondissement. Résultat, le livre se dévore en un rien de temps. Après l'Indochine, je vous emmène à Chypre, dans une petite station balnéaire. Dans son dernier roman, Au café de la ville perdue, Anaïs Liobé évoque le destin d'une narratrice, travaille dans un petit café tenu par son père. Elle va y faire la rencontre d'une jeune auteure française qui est venue à Chypre pour faire une enquête de terrain pour son prochain roman. Or, la narratrice apprend au même moment que la maison de ses grands-parents va être détruite. Elle accepte alors d'aider l'auteur à se documenter sur l'histoire de Chypre, à la condition qu'elle vienne avec elle sur les lieux de son enfance, qui ressemblent aujourd'hui à une ville fantôme derrière des barricades. Vous n'êtes pas contre un changement radical de climat? Alors je vous emmène cette fois-ci en Islande, avec le dernier roman de John Kalman Stephenson, Ton absence n'est que ténèbres. Un homme se réveille dans une église, au bord d'un fjord perdu en Islande, et il est amnésique. Pourtant, les habitants du coin le connaissent bien. Le roman va alors se déployer dans un enchevêtrement d'époques et de destins dont le lecteur devra suivre le fil, par lequel l'auteur se livre à une réflexion sur la transmission, le temps qui passe, les secrets et leurs conséquences. A noter que ce roman a reçu récemment le prix Le Point France Inter du meilleur livre étranger. Continuons notre tour du monde en partant cette fois-ci en Italie, avec deux romans. Tout d'abord celui de Silvia Avallone, Une amitié. Comme son titre l'indique, ce roman va nous parler d'une amitié. Une amitié qui unit deux jeunes filles diamétralement opposées et qui, en grandissant, malgré leur amitié très forte, vont choisir des voies radicalement différentes. Nous sommes dans les années 2000, en plein boom d'Internet, et quelque chose me dit que l'apparition des réseaux sociaux y serait pour quelque chose. Poursuivons avec le roman d'Elena Piacentini, Les silences d'Oliano. C'est un roman que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à lire. Il y a une atmosphère très particulière dans ce roman. Nous sommes sur le massif de l'Argentu, sur les hauteurs d'Oliano, une petite ville montagneuse qui renferme les secrets d'hommes et de femmes sur plusieurs générations. L'histoire est vue par un jeune garçon qui vit seul avec sa mère, d'un père inconnu, et lui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir grandir et de fuir ce petit village dans lequel il se sent enfermé. Tout va se précipiter le temps d'un été, au prix de douloureuses mais nécessaires révélations.
D'enfance, il en est aussi question dans le roman d'Haruki Murakami, Abandonner un chat. Haruki Murakami évoque la relation qu'il a eue avec son père. Relation compliquée, faite de rendez-vous manqués, avec cet homme qui fut d'abord un apprenti prêtre bouddhiste pour finalement finir professeur de littérature. C'est une très belle édition que nous offrent les éditions Belfond pour ce texte qui est d'abord paru dans une revue au Japon et qui ici est accompagné dans sa version française par de très belles illustrations. Allez, abordons les auteurs très attendus de cette rentrée littéraire. Parmi eux, j'ai choisi l'incontournable Michel Houellebecq avec son roman Anéantir. Alors je vous préviens, l'intrigue n'est vraiment pas facile à résumer. C'est un roman qui commence comme un roman d'anticipation, nous sommes en 2027. De curieuses inscriptions peintes sur les murs de Paris attirent l'attention des services secrets français. Parallèlement, le roman se poursuit comme un cyber-thriller, puisqu'il y a plusieurs attaques informatiques diffusant de fausses attaques terroristes. Le roman prend ensuite un tour bien plus politique, puisque nous sommes à l'Élysée, à quelques semaines de l'élection présidentielle. Son personnage principal est un haut fonctionnaire au ministère de l'économie et des finances. C'est un proche collaborateur et ami d'un des futurs candidats à la présidentielle. Le roman prend ensuite un tour plus intime lorsque le père de ce narrateur fait une attaque cérébrale, obligeant la famille à se réunir autour de lui. L'effondrement du père est l'occasion de se questionner sur la vieillesse, sur le temps qui passe et sur ce que l'on laisse derrière soi. J'ai trouvé que c'était un roman bien plus apaisé que les précédents. Son personnage principal est bien moins méprisant, du coup bien moins antipathique aussi. Et je suis allée au bout de ce roman avec beaucoup de plaisir. Allez, dans un tout autre registre, je vous parle aussi du roman de David Fuenkinos, numéro 2. Alors l'auteur fête à sa manière les 20 ans d'Harry Potter en imaginant la vie qu'a dû vivre le numéro 2, c'est-à-dire ce jeune garçon qui n'a pas été choisi pour incarner le célèbre sorcier. Comme toujours chez David Fuenkinos, le roman se lit très bien. On y trouve ce mélange de gravité et de légèreté qui fait sa patte. Et on y ressent aussi l'attachement de l'auteur pour le cinéma. Jeanne Benhammer fait aussi partie des auteurs attendus dans cette rentrée littéraire. Dans La patience des traces, elle évoque l'histoire d'un psychanalyste qui a besoin de rompre avec son quotidien pour se retrouver et faire le point sur sa vie. Pour cela, il a choisi de partir à l'autre bout du monde, dans une petite île quasiment inhabitée au large du Japon. C'est une histoire pour les amateurs de romans introspectifs et doux. Et enfin, parmi les romans très attendus, j'évoquerai La décision de Karine Thuil. On y suit le quotidien d'une juge antiterroriste, une juge qui a réussi dans sa carrière. Les chapitres alternent des passages d'interrogatoire qu'elle mène elle-même auprès d'un jeune qui est rentré de Syrie, à des chapitres plus personnels où elle évoque sa vie, puisqu'elle est elle-même mère de 3 enfants. Elle a également une vie sentimentale assez mouvementée, puisqu'il y a quelques mois de ça, elle a trompé son mari avec un avocat qui représente un jeune homme accusé de faire partie de l'État islamique. Elle devra alors prendre une décision qui va bouleverser non seulement sa vie personnelle, mais qui peut également bouleverser le destin de la France. Parmi les auteurs plus confidentiels, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le dernier roman d'Anne de la Flotte-Médévy, Le Livre des Heures. Le Livre des Heures, c'est le nom du journal intime de Marguerite, qui est née à Paris au XVe siècle. Elle est la sœur d'un frère jumeau qui est victime de crises d'épilepsie à répétition, aux grandes dames de sa mère qui l'accable constamment de ne pas être malade à la place de son frère. Rejetée par sa mère, c'est donc dans l'atelier d'enluminure de son père que Marguerite va trouver sa voie. D'abord en cachette, puis sous le regard bienveillant de son père, elle va découvrir l'enluminure et surtout les pigments. J'ai trouvé que c'était un texte sensible, plein de charme, et qui en à peine 220 pages parvient à nous transporter dans la vie de Marguerite et de son destin un peu particulier, et cela que l'on soit attiré par l'art ou non. Et je termine rapidement cette sélection du mois de janvier en vous citant juste quelques titres. L'enfant de l'entre-deux de Marc Sadoun, qui est à la fois un journal intime et un roman d'apprentissage d'un petit garçon né dans une famille juive d'Algérie. Quand je reviendrai de Marc Balzano, roman qui nous parle de la migration des femmes roumaines vers l'Italie afin de subvenir à leur famille restée au pays. Gigi Bola, Nulle part où poser sa tête. Un roman qui évoque le destin d'une famille partie du Congo pour rejoindre l'Angleterre à la recherche d'une vie meilleure. Les jours suivants de Caroline Serre.
qui évoque une panne d'électricité géante qui survient dans une zone rurale et comment les habitants tentent de s'organiser. Pars, oublie et sois heureuse de Pierre Méraud, un roman d'amour épistolaire à l'heure d'internet et des mails. Et pour finir, voici les 6 romans que j'ai choisis parmi les sorties du mois de février. Connemara de Nicolas Mathieu nous raconte l'histoire de 2 personnages ayant grandi dans la même petite ville de l'Est de la France et qui se retrouvent 20 ans plus tard à l'heure des bilans du milieu de la vie. L'un est un ancien joueur de hockey charismatique qui a eu son heure de gloire mais qui est aujourd'hui vendeur de croquettes pour chiens. Elle était une élève plutôt discrète mais a très vite quitté le foyer familial pour mener une brillante carrière dans le commerce. Aujourd'hui, leurs chemins se croisent à nouveau et le temps d'une idylle s'interroge sur ce qu'est la réussite sociale, mais aussi la réussite personnelle. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui est foisonnant, qui est à la fois social, politique, intime, avec une scène en point d'orgue exceptionnelle, celle d'une soirée de mariage à laquelle les 2 protagonistes sont invités. Et à un moment de la soirée, on va effectivement diffuser l'emblématique chanson de Michel Sardou, Connemara. Autre roman attendu de février, le roman de Leila Slimani, Regardez-nous danser. Il s'agit du 2e volume de la saga appelée Le Pays des Autres. On retrouve la famille Belladj dans le Maroc des années 68 à 72, dans un pays indépendant, pacifié, mais en pleine crise sociétale. Et pour clore cette rentrée littéraire d'hiver, je vous citerai en vrac le dernier roman d'Andrei Kourkov, Les abeilles grises. Nous sommes dans un petit village en Ukraine, dans ce qui s'appelle la zone grise, coincé entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes. Sergueï et Pachka vont devoir s'associer malgré leurs divergences vis-à-vis du conflit. L'un est un apiculteur passionné et va devoir attendre le printemps pour déplacer 6 ruches avec l'aide de son ennemi de toujours, le gang du biberon de Philippe Ségur. Dans ce roman, l'auteur évoque le burn-out total d'un père de famille, burn-out tant au niveau professionnel que personnel. Avec sa femme, ils sont les parents de 3 jeunes enfants et le père est victime d'un ras-le-bol général, à tel point qu'il parvient à convaincre sa femme de prendre la route sans téléphone, sans carte, sans rien, et de filer direction le sud dans un hasard le plus total. C'est un roman assez enjoué où les péripéties vont s'accumuler. Je poursuis avec le roman de Sophie Debert, Les ailes collées, qui nous raconte, lui, l'amitié entre, cette fois-ci, 2 adolescents. L'un est un peu coincé, mal dans sa peau, issu d'une famille bourgeoise, et évidemment, il va se lier d'amitié avec un garçon qui est exactement son contraire. Une très forte amitié va se lier entre les garçons, mais ils vont être l'objet de moqueries de la part de leurs camarades. Et enfin, je termine avec le roman de Janine Cummins, Une déchirure dans le ciel. Alors, c'est un roman qui doit beaucoup à la vie personnelle de son auteur. Il faut savoir qu'il y a 25 ans, lorsqu'elle était âgée de 16 ans, elle est sortie un soir avec son frère et ses 2 cousines pour aller regarder des graffitis qui avaient été faits sur un pont. Et ils vont tomber nez à nez avec une autre bande de jeunes qui vont juste avoir besoin d'en découdre, avoir besoin de se défouler, de défouler toute leur violence. Or, il va y avoir des morts. Leurs 2 cousines n'en reviendront pas. Janine Cummins analyse dans ce roman les effets dévastateurs d'un crime sur les victimes qui ont pu s'en sortir et sur leurs proches. Elle va y évoquer les méthodes policières douteuses, les débordements des journalistes, l'impartialité de la justice. Bref, nous sommes dans le plus sombre de la société, en l'occurrence la société américaine. Le problème de la peine de mort va y être également abordé et on va suivre tout le long l'émouvante reconstruction de cette famille. Et c'est sur ces mots pas joyeux du tout que je vous invite cependant à aller faire un tour du côté de notre catalogue en ligne afin de réserver les romans qui vous tenteraient. Mais pour découvrir également les autres titres présents sur le réseau, j'aurais pu vous citer Véronique Olmy, Pete From. N'hésitez pas également à me laisser des petits commentaires pour me dire quels ont été vos coups de cœur de cette rentrée littéraire d'hiver, quels sont vos propres repérages. Et puisque j'en ai fini, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!